et on en parlera évidemment tout à l'heure. Je voulais dire aussi, et vous le verrez dans la présentation de Jean-Luc tout à l'heure, que évidemment aujourd'hui les projets de mobilité, c'est-à-dire transformer la mobilité dans les centres et dans les villes, ces projets de mobilité changent l'urbanisme, c'est-à-dire ont des conséquences sur la façon dont est organisé l'urbanisme. Ça va être très vrai à Bayonne. Je prends un exemple, à Bayonne, la rue Maubec, les travaux qui ont lieu actuellement en rue Maubec vont transformer complètement cette rue, qui était une rue pas très qualitative et qui va le devenir, qui va changer de physionomie complètement. Elle est en train de le faire parce que les travaux ont commencé et sont en cours à la rue Maubec. Donc ça veut dire que le système de mobilité influence, impacte l'urbanisme. Généralement le transforme et généralement le transforme en lui donnant une qualité ou une plus-value supplémentaire. On en verra évidemment des exemples à Biarritz. Voilà. Donc, il y a des travaux qui vont avoir lieu. Moi, je ne veux pas vous raconter de salade. Est-ce que ces travaux qui vont durer donc de septembre prochain à février 2019, est-ce que ces travaux procureront à nous tous de la gêne, impacteront parfois nos modes de vie, nous obligeront à changer de trajet parce que voilà, il faudra prendre d'autres circuits. Est-ce que donc ces travaux vont procurer de la gêne? La réponse est oui, bien sûr, comme c'est le cas dans toutes les villes, effectivement, qui ont mis en place des moyens modernes de déplacement et des moyens modernes de transport en commun et de transport public. Parce que ce moyen-là, que Jean-Luc va nous présenter, il est moderne, puisque nous aurons là, avec ce trambus, nous aurons le premier véhicule de transport public totalement électrique sur les 12,5 km entre les Hauts-de-Sainte-Croix et Javal-Quinto. Cet équipement sera électrique, c'est-à-dire évidemment là aussi qu'il aura une empreinte carbone extrêmement avantageuse en fait, puisqu'il n'en aura pas du tout, en réalité, ou à peu près pas du tout. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui aujourd'hui vont nous permettre d'avoir des moyens de déplacement modernes, efficaces, véritablement. On ira de 20 minutes en 20 minutes des Hauts-de-Sainte-Croix à Javal-Quinto, quel que soit le trafic, puisque vous savez que ce trambus aura un couloir qui lui sera réservé et ne sera pas retardé dans les flux de circulation. Mais Jean-Luc va vous présenter tout ça. Donc je vous propose qu'il le fasse avec son talent habituel et en même temps que ça va durer une vingtaine de minutes, peut-être 30 minutes, et que vous réserviez bien vos questions au fur et à mesure qu'il présente, et ensuite on passera au débat. L'idée, c'est de finir vers 20h. Voilà. Et si on est obligé d'aller plus loin, bien évidemment, on continuera. Je remercie mes collègues adjoints qui sont autour de moi et qui, évidemment, vont m'aider, j'espère, dans cette réunion. Et puis, notamment, Éric Bonamy, qui est ici. Tu veux te lever, Éric? Voilà, c'est lui. Parce qu'Éric, merci, tu peux te rasseoir maintenant. Voilà, tu as bien. Il est obéissant. Ça, c'est clair. Non, Éric est formidable parce que c'est quelqu'un qui est passionné, mais passionné de la mobilité en général, des transports publics. Ouh là là, j'ai foutu ton machin en l'air, là. Hein, tu vas le reprendre. Et donc, Éric nous représente au syndicat des transports et il a évidemment une compétence réelle sur ce sujet et donc peut-être qu'il prendra la parole s'il le souhaite dans les minutes qui viennent. Voilà, pour cette introduction peut-être un peu trop longue. Jean-Luc, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs de l'assistance, merci de nous accueillir en cette ville de Biarritz pour vous présenter ce grand projet, comme vous l'a expliqué Monsieur le maire de Biarritz, ce grand projet qui a été pensé déjà il y a une bonne douzaine d'années, mais comme disait Monsieur le maire, qui demande du temps pour germer, pour avancer, pour être construit.
Une chose que Monsieur le maire n'a pas dite, c'est que c'était lui qui était président du syndicat des transports quand ce projet a été lauréat du Grenelle de l'environnement, donc en 2009, ce qui a permis d'avoir une subvention relativement importante, très importante, de la part de l'État. Voilà, donc c'est un petit oubli que je me suis permis de rappeler. Bien, sans plus tarder, un petit rappel du projet. Donc, comme vous l'a expliqué, Monsieur le maire, ce sont 2 lignes de bus à haut niveau de service qui totalisent à L2 25 km. En fait, ces 2 lignes partent pour la première, donc c'est elle qui est l'objet de cette réunion ce soir, donc qui part des Hauts de Sainte-Croix sur Bayonne, pour traverser le centre de Bayonne, le centre d'Anglet, et terminer donc sur Biarritz à Javal-Quinto, avec un parking relais au niveau de Sainte-Croix, justement, d'une centaine de places, qui sera appelé peut-être à s'agrandir. Donc c'est une ligne de 12 km et demi. Pour cette première ligne. Il y a une seconde ligne qui viendra dans un second temps, pour lesquelles on est en train de terminer en fait les études. Ces études seront terminées courant de l'automne 2017 pour une mise en service pour laquelle le planning est encore en cours de calage. Une fois qu'on aura terminé les études, on pourra revenir en dire plus sur ces 2 lignes-là. Par contre, ces 2 lignes, c'est un budget global de 130 millions d'euros, donc un investissement assez important quand même de la part du syndicat des transports et puis des financeurs, donc l'État, la communauté d'agglomération Pays Basque, la ville de Tarnos, le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc un gros projet pour un territoire comme le nôtre, donc 130 millions d'euros, avec un point très très innovant, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure. Il n'existe pas aujourd'hui en exploitation des bus de 18 mètres qui sont 100% électriques. On en a entendu beaucoup parler ces dernières années dans le milieu du transport, mais aujourd'hui il n'y en a pas en exploitation. Ce sont que des démonstrateurs, des prototypes, etc. Aujourd'hui, nous sommes les premiers, en fait. C'est pour ça que non seulement vous nous regardez, mais la France entière et voire l'Europe nous regarde, puisque c'est vraiment une première européenne, puisque c'est la première fois que seront mis en exploitation des bus électriques qui chargent en terminus à chaque extrémité de la ligne. La mise en service donc de cette ligne, elle est prévue donc à l'été 2019. Donc c'est vrai que à la fois c'est court, mais c'est long aussi, puisque beaucoup de travaux, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, des travaux qu'on va organiser par secteur de façon à pas mettre le bazar partout sur l'ensemble du territoire. Ces travaux ont commencé sur la partie bayonnaise depuis le mois d'octobre 2016 avec les premiers dévoiements de réseau, tout ça, et sur la partie angloïde véritablement, et puis le boulevard du BAB, donc depuis le mois de mars, vous avez pu voir que là ça commence à devenir sérieux. Donc le trambus, ce ne sont plus des images aujourd'hui, c'est des tractopelles sur le territoire. Comme je vous disais, planning en cours d'élaboration sur la ligne 2, elle qui va partir de Tarnos, donc sur une section qui est située là aussi où il y aura un parking relais entre Tarnos et Ondres, pour aller sur la route de Cambo, en fait, sur la RD 932, un petit peu après le Roi Merlin. 2 lignes de trambus, c'est bien. Un réseau de transport performant, c'est encore mieux. On ne peut pas imaginer de mettre en place une offre de service ciblée sur un seul endroit, sur un seul axe. Donc le principe, en 2019, c'est justement de faire un accompagnement et une amélioration du réseau de transport en commun dans son ensemble pour venir se mettre à niveau par rapport à l'offre de service de trambus. Je m'explique. Quand vous avez, dans un sens, il est facile de prendre une ligne de bus, d'avoir une correspondance avec un tramway ou avec un métro, tout ça, parce que là, le tramway ou le métro ou le trambus passe toutes les 5, toutes les 10 minutes. Par contre, dans le sens inverse, c'est pas aussi facile quand vous êtes sur une ligne performante, par contre, qui renvoie sur des lignes qui passent toutes les 40, 50, 60 minutes. Donc le principe, justement, en 2019, c'est de réorganiser le réseau pour améliorer l'offre de service de l'ensemble du réseau, de façon justement à ce qu'il y ait une offre qui soit équilibrée sur la totalité du territoire. Donc cette organisation, bien entendu, les services du syndicat des transports travaillent dessus maintenant depuis de nombreux mois, voire des années, de façon justement à ce que ça vienne être mis en service en même temps que le projet de trambus. Une petite particularité qui est marquée sur cette diapositive, c'est qu'en 2015, il y a une enquête de satisfaction qui avait été faite sur le réseau de transport en commun, et il se trouve, en fait, et ça a été un petit peu l'étonnement, que le plus grand besoin sur le territoire aujourd'hui en termes de besoin de mobilité par les transports en commun, la plus forte demande aujourd'hui, elle est sur Biarritz.
Donc c'est normal, c'est le point de terminus du réseau, mais en fait, Biarritz est une ville qui génère beaucoup de besoins de mobilité. Donc ça a été une agréable surprise qui justifie justement que, comme le disait Monsieur le maire, il y a une offre qui soit bien organisée, que ce soit avec la présence du Trambus, avec la présence du réseau de transport en commun et aussi avec la présence de navettes qui ont une fonction de mobilité mais aussi qui ont une fonction sociale en effet. Qu'est-ce qu'un Trambus ? Un Trambus, en fait, c'est un bus à haut niveau de service de haute technologie. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? On le positionne dans un environnement équivalent à celui d'un tramway. À une petite différence, c'est qu'il n'y a pas les rails ni les lignes aériennes de contact au plafond. Ça aurait été difficile de voir des câbles au plafond au-dessus de l'avenue de la Reine Victoria ou sur l'avenue Édouard VII. Donc c'est un bon compromis en fait qui permet d'apporter un service équivalent à celui d'un tramway dans un environnement quasi identique mais sans les contraintes d'un tramway. Un tramway, le jour où il y a un blocage, on ne peut pas le dévier. Un trambus, le jour où il y a un blocage à cause de travaux ou je ne sais quoi, un accident, quelque chose comme ça, on peut passer par la rue d'à côté. Donc ça, c'est un avantage, ça permet de garantir aussi une certaine fiabilité du service. Et justement, grâce à cette souplesse, et puis aussi, on le verra après, à un coût un petit peu inférieur quand même, beaucoup de grandes agglomérations aujourd'hui commencent plutôt à privilégier le trambus plutôt que le tramway. Pour des raisons de coût, pour des raisons de souplesse, pour des raisons de travaux qui sont beaucoup plus courts aussi. Donc c'est le cas de Nantes, avec la ligne 4, on en parlait avec quelqu'un tout à l'heure, c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Toulouse, c'est le cas de Rouen, et on a ici quelques images en fait, dont une que je connais bien, celle en haut à gauche en fait, qui est le projet Nîmois, que j'ai eu le plaisir de mettre en œuvre. Donc le projet Nîmois, vous voyez bien que ce sont des stations, comme des stations de tramway, avec une voie comme une voie de tramway. Par contre, il n'y a pas les rails. Donc, c'est ce qui permet de garantir, avec la priorité au feu, etc., justement, une bonne performance de l'ensemble de la ligne. Pourquoi le syndicat des transports a fait ce choix ? Déjà, parce qu'il permet d'apporter un service équivalent à un tramway. En fait, la meilleure offre de service qu'on peut arriver à amener dans un réseau de transport en commun, c'est de la fréquence. C'est un passage toutes les 10 minutes, un passage toutes les 8 minutes. C'est la véritable attente, en fait, des usagers qui ont besoin de se déplacer ou qui cherchent à se déplacer avec des transports en commun. C'est vrai que se retrouver pendant 20 ou 25 ou 30 ou 40 minutes à un arrêt de bus à attendre que le bus arrive, ça n'encourage pas à prendre les transports en commun. Par contre, de savoir que j'arrive et que dans moins de 8 minutes ou dans moins de 10 minutes, il y a un véhicule qui va passer pour me transporter là où je veux aller, là, par contre, ça encourage justement l'usage des transports en commun. Deuxième chose, alors nous, on va partir au départ avec une fréquence de 10 minutes, mais c'est l'avantage que ce système a, on peut diminuer la fréquence au fur et à mesure de la demande. Ça veut dire qu'au départ, on va le mettre en service à 10 minutes, et puis si jamais il y a une grosse demande, c'est très facile d'injecter des véhicules supplémentaires pour descendre la fréquence à 8, 7, voire 5 minutes. Autre élément, une vitesse moyenne de 20 km/h. Aujourd'hui, la plupart des tramways français ont une vitesse, ce qu'on appelle une vitesse commerciale, en fait, ont une vitesse moyenne qui est de 20 km/h. Aujourd'hui, il y a des bus à haut niveau de service, il y a des trambus qui arrivent à circuler beaucoup plus vite. À Nantes, ils roulent à 23 km/h de moyenne, alors que, par exemple, le tramway de Montpellier tourne à un peu moins de 18 km/h de moyenne. Donc, on est dans la bonne fourchette de vitesse, de performance, en fait, avec ce mode. Pourquoi cette performance ? Parce que sur des endroits où vraiment il y a de la congestion, où les bus aujourd'hui sont ralentis, on va mettre des couloirs réservés. Donc là, on occupe le terrain et on dit, il y a besoin que le trambus aille vite, donc on lui réserve un couloir. Et c'est la différence justement avec un tramway qui fait qu'un tramway coûte beaucoup plus cher. Un tramway, les rails, on est obligé de les mettre partout, même là où ça circule bien. Alors qu'un trambus, on fait du couloir bus uniquement aux endroits où on perd du temps. C'est une des raisons pour lesquelles un projet justement de trambus coûte déjà moins cher. Donc ça, c'est un des avantages, et tout en ayant la même performance. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure et comme vous avez pu voir sur les photos, les stations sont toutes accessibles, de la même façon qu'elles le sont sur les trams. Les cheminements qui sont autour de ces stations sont accessibles. Aujourd'hui, regardez, il y a des arrêts de bus, des arrêts avec des abribus, tout ça, qui sont accessibles. Par contre, pour y accéder, c'est pas forcément accessible. Donc si c'est pour avoir un endroit où uniquement on peut passer d'un quai à un véhicule, c'est bien, mais c'est pas terrible. Le principe, c'est de pouvoir monter facilement sur ce quai, donc pouvoir
arriver justement à avoir un cheminement qui nous permet d'arriver à la station ou à l'arrêt de bus de façon fluide, pratique. Donc c'est pour ça aussi, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, que beaucoup d'aménagements urbains sont réalisés dans le cadre d'un projet comme ça. Et c'est pour ça, vous verrez, il y a quand même des aménagements importants qui vont permettre justement de garantir de l'accessibilité sur la totalité de l'itinéraire. Donc une nouveauté, donc le véhicule 100% électrique dont je vous ai déjà un petit peu parlé, donc ça avec la recharge en station. Donc ce qui implique pas de nuisance sonore pas de nuisance sonore ni environnementale. À la limite, le fait que ça fasse pas de bruit peut amener à créer des bruits artificiels pour justement qu'on l'entende arriver. Donc comme un tramway, il est possible que de temps en temps on entende un petit ding-ding quand il va arriver. Enfin, un budget 3 fois moins élevé que pour un tramway. Une ligne de tramway, avec le prix d'une ligne de tramway, on peut arriver à faire 3 voire 4 lignes de trambus. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, on parlait d'organisation de réseau global, et de ne pas avoir un réseau à 2 vitesses. Il vaut mieux qu'on mette 130, 200 ou 300 ou 400 millions d'euros dans 4 ou 5 lignes très performantes plutôt que dans une seule. Pourquoi? Parce qu'avec 4 lignes, on couvre tout un territoire, alors qu'avec une seule, on couvre qu'un corridor, qu'un seul axe. Et un dernier élément, si aujourd'hui on était venu vous parler de travaux de tramway, on parlerait de 2017 jusqu'à 2021. Là, on est quand même justement du fait qu'on ne fait pas des couloirs bus systématiquement partout, du fait qu'il n'y a pas besoin de poser des rails sur la totalité de l'itinéraire, etc. On est en fait sur une période de travaux qui est échelonnée sur à peu près 2 ans et demi. Par contre, par section, ça veut dire que c'est pas, on va pas faire des travaux de maintenant sur l'ensemble de l'itinéraire jusqu'à juillet 2019. D'un côté, il y aura 6 mois, de l'autre côté, il y aura 7 mois, il y a des endroits où il n'y aura que 5 semaines, etc., etc. Donc c'est plutôt, en fait, des travaux qui vont être échelonnés sur cette période de 2 ans et demi. Par contre, la ligne, même s'il y a des sections qui sont terminées, la ligne ne pourra être mise en service qu'à partir de 2019, parce qu'il n'y a pas que la plateforme, il n'y a pas que les stations, il y a aussi tout un tas de systèmes, la gestion des priorités au feu, donc la priorité au feu à tous les carrefours, les systèmes d'information des voyageurs en temps réel, les systèmes billettiques, tout ça, ça demande un petit peu de temps. Et on ne peut pas mettre en place la ligne si tous ces systèmes-là ne sont pas implantés. Quelques exemples d'aménagement urbain. Monsieur le maire, tout à l'heure, vous parlez de la rue Maubec. Je pense que vous connaissez tous un petit peu la rue Maubec, qui n'est pas terrible en ce moment, en effet, qui va, en fait, là, c'est un bon exemple d'accessibilité, justement, puisque pratiquement l'ensemble des trottoirs vont être mis à niveau, avec des cheminements qui seront linéaires, des traversées piétonnes sur lesquelles il n'y aura plus de bordures, etc. On a un exemple aussi, alors devant la gare de Bayonne. Donc là, ce sera la station à côté, entre la place de la République et la gare de Bayonne. Donc le projet va permettre à la fois de refaire la place, de refaire le parvis aussi de la gare. Donc comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, on est à la fois sur un projet de mobilité, mais on est aussi sur des projets d'aménagement urbain. Un petit exemple. La partie des travaux sur ce projet représente sur la totalité des 2 lignes un peu moins de 100 millions d'euros. Si on avait fait que du transport, ça aurait coûté 40 millions d'euros. En gros, on a 60% du budget qui passe dans les aménagements urbains qui sont faits dans les villes. Donc c'est pour ça aussi, on profite de faire des travaux importants comme ceci pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire autour et ne pas avoir à y revenir. Vous imaginez, on vient vous faire 6 mois de travaux pour faire une plateforme l'année prochaine, et puis dans 2 ans, on revient pour faire des trottoirs. 1, j'aurai un doute sur le bon usage des fonds publics. 2, j'aurai un doute sur la capacité de coordination des gens qui travaillent sur ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'un projet comme ça coûte cher, parce qu'on essaye de faire tout en même temps. Et c'est pour ça aussi que ça amène, pendant les phases de travaux, des nuisances, des difficultés, etc. Mais à la limite, il vaut peut-être mieux souffrir pendant quelques temps, pendant quelques mois, pour être bien tranquille pendant 10, 20, 30 années, les 30 années à venir, quand on aura fini le projet. Donc les exemples d'aménagement urbain, c'est ce qui m'amène à Anglette. Donc là, Anglette, vous reconnaissez peut-être l'avenue de Bayonne, en fait, où on fait un changement aujourd'hui. Les bus sur l'avenue de Bayonne, donc sur l'ancienne RD 810, passent sur le côté. Par contre, passant sur le côté, ça crée des problématiques en fait de tourne à droite pour pouvoir accéder sur les parkings, dans les résidences, etc. Alors que là, on va les passer au milieu. Comme ça, ça permettra de conserver justement la fluidité des accès aux entrées charretières, au parking
des magasins, des entreprises, etc. On en a un autre exemple avec le carrefour Saint-Jean en Anglet, qui va être réaménagé en place, là aussi. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer en fait comment ça va être demain. Pourquoi? Parce que sur l'image que vous avez aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vieilles maisons, il y a de la voirie, etc. Donc on a la station, une petite place, la voie du trambus, la station et la voiture qui est reportée sur l'autre côté du carrefour Saint-Jean. Le calendrier des travaux sur Biarritz. On verra des images de Biarritz après, j'ai gardé le meilleur pour la fin quand même. Le calendrier des travaux sur Biarritz. Donc des travaux comme ça se font en 2 phases. La première phase, qu'on appelle la phase préparatoire, consiste en fait à enfouir et renouveler les réseaux. Pourquoi? Parce que là aussi, on ouvre les voiries, on va ouvrir les trottoirs, etc. Et si c'est pour laisser des réseaux qui ont 40 ou 50 ans, les canalisations d'eau, sur Biarritz, on a même des câbles électriques papier, donc qui ont des réseaux qui ont 50 ans. Le principe, c'est plutôt de dire, ok, on ouvre, on remet en état tout ce qu'il y a en dessous, de façon à être tranquille pour encore 50 ans. Donc c'est la première phase préalable justement à l'organisation de ces travaux. Il y en a qui ont déjà commencé, hein, sur Édouard VII, il y a l'entreprise Suez avec l'assainissement, etc., qui a commencé à faire des dévoilements et des renouvellements de réseaux. Donc ça veut dire là aussi que moins de risques de panne d'électricité à cause de câbles de mauvaise qualité, moins de risques de perte de fuite d'eau dans les canalisations d'eau qui sont vieillissantes, etc. Donc on profite de tout ça, justement, on profite de ces travaux pour renouveler l'ensemble des réseaux souterrains. Donc ça, sur ces calendriers de réseau, en fait, vont se faire de mai 2017 à fin mars 2018. Alors ça ne va pas être, là aussi, d'un seul coup. Les réseaux, vous avez pu le voir, ça fonctionne en fait en petits ateliers qui sont répartis sur les différents secteurs où on fera les travaux du trambus. Ensuite, dans un deuxième temps, la phase des travaux même du trambus, donc qui vont se déterminer, qui vont se réaliser de septembre 2017 à février 2019, avec des sections ici pour les plus importantes, donc l'avenue Henri Agette et de Latte de Tassigny, donc au niveau du secteur d'Aguilera, où là on va être sur 5 semaines de travaux, de novembre à décembre 2018 et de octobre à novembre 2018. Donc là, peu de travaux. En plus, ça nous permet, là aussi, de pouvoir, quand on aura fait l'avenue Henri Agette, tout simplement, on transférera la circulation sur l'avenue de Latte de Tassigny. Comme ça permet de maintenir les circulations, donc, sur ces axes-là. Le rond-point de l'Europe, où on va avoir 6 semaines de travaux de décembre 2018 à février 2019. Je vous montrais tout à l'heure des images de ce que sera le rond-point de l'Europe, donc avec un bel aménagement de ce rond-point. L'avenue de la Marne, dans le sens vers le centre-ville, on va être sur 8 semaines de février à mars 2019. L'avenue de la Reine Victoria, 6 mois de travaux. De novembre 2017, il y a une coquille que m'a fait remarquer Monsieur le maire tout à l'heure, donc de novembre 2017 à juillet 2018. L'avenue de la Marne, en sens sortant, donc en retournant vers le rond-point de l'Europe, là on aura 8 semaines de travaux d'avril à juin 2018. Et enfin, un secteur là où il y a des aménagements de qualité qui vont être réalisés, mais qui vont être assez longs comme travaux là aussi, c'est tout ce qui est derrière la mairie, le square d'Ixelles, donc le secteur de Javal-Quinto, avec 6 mois de travaux de fin octobre 2017 jusqu'à avril 2018. Sur cette diapo, en fait, ici, on reprend, en gros, le calendrier. Pourquoi? Comme ça montre la cohérence, justement, avec les petites bandes qui ont le hachuré rouge contouré en bleu, qui sont les travaux de réseau. Donc ça démontre qu'on vient faire les travaux de réseau avant. Et en rouge, ensuite, les travaux d'aménagement, donc en cohérence avec le planning que je viens de vous exposer. Donc, voilà, comme je vous disais, sur Biarritz, ça va fonctionner, d'ailleurs comme partout, en atelier, en secteur, de façon, parce qu'on ne peut pas se permettre de toute façon de dire on commence du rond-point de l'Europe et on fait tout d'un coup jusqu'à Javal-Quinto. On est obligé de travailler par section. Tout ça pour quels aménagements? Alors là, on va prendre l'itinéraire de la ligne 1, vraiment en détail. Vous allez voir des planches, des plans, carrément, avec une image, une espèce d'image aérienne qui va vous permettre de mieux vous situer, en fait, sur l'ensemble des secteurs qu'on va toucher. Et vous allez voir qu'il y a des endroits où il y a des travaux, il y en a où il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas besoin, tout simplement.
Donc là, où est-ce que nous sommes en fait? Au niveau on est à la limite d'Anglet et de Biarritz en arrivant à Aguilera en fait. Donc là, si on prend le stade Aguilera et par ici. Donc là, on a l'avenue Henri Aged et l'avenue de Lattre de Tassigny et Henri Aged. Partout où vous voyez de la couleur sur les plans, c'est là où on intervient. Donc c'est là où on vient faire des travaux. Donc là, première station en fait, arrivée sur Biarritz, la station qui va être située donc au début de la Patte d'Oie en fait, après juste à la sortie d'Anglet. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la situation à cet endroit-là, donc de cette première zone d'aménagement. Donc ça veut dire que là, ben voilà, on fait station, trottoir, etc. On recrée un petit peu d'espace vert et donc partout où il y a de la couleur, comme je vous disais, il y a du réaménagement. Pardon ? Donc c'est aussi, justement, Christophe a bien raison de me le faire rappeler, j'avais oublié un petit peu, le projet de Trambus, ça va permettre aussi à certains endroits de pouvoir redistribuer de l'espace, notamment au vélo. Donc fabriquer, construire des pistes cyclables, des voies cyclables ou des bandes cyclables, justement, de façon, justement, quand on vient sur les emprises, venir rajouter un espace justement au profit des modes doux, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les vélos sur le territoire. C'est pour ça d'ailleurs aussi, alors on ne le voit pas dans le détail sur ces plans-là, puisque ce sont des plans qui sont, on va dire, grosse masse, qui montrent les aménagements d'une façon générale, mais tout au long de la ligne, il y aura des zones de stationnement vélo à certains endroits, parce que circuler à vélo, c'est bien. Par contre, il faut savoir où le poser quand on arrive à destination. Donc, c'est comme ça qu'on va réorganiser, là aussi, justement, qu'on va imaginer à quel endroit pertinent il faudra mettre des zones de stationnement vélo, par exemple. Donc là, vous voyez, en fait, vous voyez peut-être pas bien, parce que c'est pas très très clair ici, et ben en face, en fait, au droit de l'avenue Sino-del-Duca, et ben on fait pas d'aménagement, vous voyez, il n'y a pas de couleur. Les points rouges marquent les entrées charretières, les points bleus aussi. Par contre, on refait en fait l'enrobé avec une piste cyclable tout le long, sur toute la partie de l'avenue de Lattre de Tassigny. Donc la piste cyclable est ici, avec du stationnement donc qui est maintenu comme actuellement. Alors justement sur l'avenue en fait de Lattre de Tassigny, vous voyez il y a une bande en fait un petit peu large qui n'est pas utilisée, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir à la fois conserver du stationnement, mettre la voie de circulation et mettre de la piste de la bande cyclable. Le rond-point de l'Europe, on va s'arrêter un petit peu, comme ça va me permettre de vous expliquer aussi pourquoi le Trambus est performant. Donc ici nous sommes à l'arrivée donc de Henri Aged. Là nous avons l'avenue de Lattre de Tassigny, le BAB qui traverse comme ça, et l'avenue de la Marne. Et vous voyez qu'en fait, au milieu du giratoire, il y a deux voies de circulation. Ça veut dire que, et ça vous avez dû le voir sur les tramways, c'est là aussi une comparaison qu'on peut faire avec les projets de tramway. Le Trambus, à cet endroit-là, va passer au milieu du carrefour giratoire. Et ça a un double avantage. Le premier, c'est que le Trambus va conserver de la performance, justement, puisqu'il a un couloir d'approche en arrivant de Henri Aged à cet endroit-là, qui va lui permettre de s'insérer directement pour aller sur l'avenue de la Marne. Par contre, avenue de la Marne, eh ben, il n'a pas de couloir ici. Par contre, de l'autre côté, il y a un couloir central qui est installé pour pouvoir traverser et aller sur l'avenue de Lattre de Tassigny. Donc, premier avantage, on maintient la performance du Trambus dans les deux traversées de carrefour. Deuxième avantage, on maintient quand même de la fluidité de la circulation automobile. Pourquoi ? Parce que quand on traverse un giratoire au milieu, eh ben on peut conserver les flux de circulation des voitures qui vont tourner à droite ou celles qui vont tourner tout droit, qui vont continuer tout droit. Donc ça veut dire que quand le Trambus va dans un sens, toutes les voitures qui vont dans le même sens, toute la circulation qui va dans le même sens, peut continuer à circuler. Alors que si on faisait le tour du giratoire, eh ben on serait obligé de bloquer pratiquement toutes les entrées du giratoire pour que le Trambus puisse faire le tour de ce giratoire. Donc c'est vraiment un modèle là qui est pris sur les exemples d'aménagement qu'on peut avoir sur les tramways. Une vue d'artiste de ce que sera le rond-point de l'Europe, donc avec là aussi beaucoup d'espaces verts réaménagés, etc. Donc là on voit vue d'avion ce que sera la requalification du rond-point de l'Europe.
Là, vu sous un autre angle, en fait, vous avez l'avenue de la Marne qui est ici, et puis Agette qui est là, et Delattre de Tassigny. Donc, il y a le trambus qui passe au milieu. Pour couper court à toute discussion, on ne va pas mettre des arbres dans les angles du giratoire, hein, parce qu'il va falloir que les voitures voient le trambus et que le trambus voit les voitures. Ça, c'est vraiment une vue d'artiste. Les artistes ont souvent des idées un petit peu... Enfin, ils vont beaucoup trop loin, des fois. Et voilà ce que ça peut donner, vue du sol. Donc de façon justement à ce qu'on voit l'insertion du trambus à l'intérieur du giratoire. Alors bien entendu, là il y a des choses qu'on ne voit pas, hein, qui sont les systèmes de feu, toute la signalisation, ce qu'on appelle verticale, donc les feux, les panneaux de circulation, etc. L'avenue de la Marne, en fait, donc là on est après le rond-point de l'Europe et on se dirige vers le centre de Biarritz. Donc en gros, vous avez la station Total qui est par ici, puisqu'on en voit les entrées et la sortie. Donc la première station ici sur l'avenue de la Marne. Alors station décalée. Pourquoi on a décalé la station à cet endroit-là? Parce que il fallait pas non plus utiliser trop d'emprises, parce qu'on a besoin de garder des trottoirs, etc. Donc on reste dans les emprises actuelles. Et pour rester dans les emprises actuelles, eh ben, on a fait le choix de décaler les stations, justement, de façon à rester entre les bordures, les arbres existants à cet endroit-là, etc., et ne rien toucher. Donc, ici, comme vous le voyez, comme je vous disais tout à l'heure, partout où il y a de la couleur, on fait des aménagements. Donc ensuite, là, ben, il n'y a pas besoin de faire d'aménagement. Pourquoi? Parce que le trambus circule bien, la voirie est suffisamment bien organisée, justement, pour qu'on n'ait pas à intervenir. Donc c'est justement la différence. Quand on fait un tramway, il faut qu'on intervienne partout. Là, on intervient en fait où il y a besoin. Alors aussi, pourquoi l'aménagement comme ça à cet endroit-là? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'accessibilité aux stations nécessite qu'on reprenne aussi les cheminements qui sont autour des stations. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une station, vous allez voir qu'il y a une intervention de travaux qui est un peu plus large que le périmètre de la station. Là, on est toujours sur l'avenue de la Marne. On va bientôt arriver sur l'avenue de la Reine Nathalie. Donc, pas d'aménagement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin ici de faire de travaux. Ça circule bien, donc on va rester comme on est. Là, on arrive au niveau donc du carrefour entre l'avenue de la Marne et l'avenue de la Reine Nathalie. Donc, en fait, si vous pouvez vous repérer, le petit casino, en fait, est ici. Voilà. Donc, Jean-Luc, oui. Marche ce truc là. Continuez, ça marche. Continuez. Donc là, on fait le réaménagement total du carrefour avec la création d'une station en fait sur le trottoir en sens entrant. Donc là, on va vers l'avenue de la Reine Victoria et la station dans l'autre sens en fait en sens sortant. Et là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, quand on voit en fait les travaux d'aménagement prennent en compte bien entendu l'accessibilité aux stations, donc la mise en œuvre du cheminement qui va bien justement pour pouvoir rendre tout ça accessible. On requalifie un petit peu le petit carrefour à cet endroit-là. Ensuite, on arrive en fait sur l'avenue, sur la rue des Ternes, mais on voit mieux ici, à cet endroit-là. En fait, là, vous avez, c'est l'arrivée de la rue Albert Ier, ici, et le début de l'avenue de la Reine Victoria à cet endroit-là. Donc là, on requalifie véritablement de façon à organiser plutôt ça comme une espèce de petite place, en fait, donc avec de la redistribution d'espaces urbains, avec la mise en œuvre de secteurs pavés à cet endroit-là, où la circulation ici sera réservée pour les riverains, en fait, à cet endroit-là. Et donc, on arrive sur l'avenue de la Marne, où, donc, première station sur l'avenue de la Marne, avec des places de stationnement qui sont maintenues le long de l'avenue de la Marne. Et tout cet aménagement-là va être assez qualitatif quand même, puisque sur cette partie-là, on va être sur des revêtements plutôt façon béton désactivé, etc. Donc quelque chose de beaucoup plus qualitatif que ce que ça ne l'est aujourd'hui, parce que tout est un petit peu vieillissant. Votre micro marche, monsieur le maire? Oui, je vous interromps une seconde d'abord pour vous permettre de reprendre votre souffle, et je vous conseille d'ailleurs de boire aussi, parce que ça ira mieux. Simplement pour dire que tous les documents qui sont présentés aujourd'hui par Jean-Luc seront évidemment, à partir d'aujourd'hui, à votre disposition. On va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire comment cette réunion aujourd'hui lance la communication sur ce projet
et sur les aménagements à Biarritz, mais ça veut dire que maintenant, il y aura un dispositif dont on va vous parler tout à l'heure, qui vous permettra de consulter ces documents à votre guise et en prenant le temps qu'il faut pour le faire. Tout à fait. Ça va, Jean-Luc ? Oh ben ça va très bien. Hein. Bah, si je commence à m'arrêter maintenant, je vais pas être bien en 2019 hein, quand même. Donc avenue de la Reine Victoria, donc avec la première station en fait de l'avenue de la Reine Victoria. Non, la première station véritablement dans le centre-ville. Et ici, on voit la petite section de l'avenue de la Marne où on reprend en fait là aussi l'ensemble de l'aménagement à cet endroit-là, de façon là aussi à créer une station. On reconnaît les emplacements. Hop, si lui, il veut bien. Voilà, on reconnaît. J'ai identifié en fait sur la présentation les emplacements de stations par le petit logo du trambus à cet endroit-là. Donc dès qu'il y a un logo comme ça du trambus, je vous le dis pour plus tard quand vous regarderez les plans chez vous, bien vous pourrez identifier les stations comme ça. Donc toujours avenue de la Reine Victoria. Donc avenue de la Reine Victoria où c'est pareil, on fait comme on dit, on reprend de façade à façade. Ça veut dire que c'est l'ensemble là de la rue qui est complètement requalifié. Donc la voirie, les trottoirs, les places de stationnement, les traversées piétonnes, tout va devenir justement, on va dire, accessible de façon, comme je vous expliquais tout à l'heure pour la rue Maubec, et bien là on va tout mettre de niveau justement, de façon à ce que les traversées piétonnes soient sécurisées, les personnes à mobilité réduite puissent les traverser de façon beaucoup plus fluide, puisqu'on va enlever les systèmes de bordure, on a des bordures au niveau des traversées piétonnes qui vont être à peu près à 2 cm, donc qui permettent de garantir justement l'accessibilité. Par contre, sur l'avenue de la Marne, donc à cet endroit-là, on est toujours avec un bel aménagement, toujours avec du béton désactivé. Sur la partie avenue de la Marne, pardon, à cet endroit-là, vous pouvez voir, on reprend, donc on a toujours notre bande cyclable sur la partie basse ici, la voie de circulation et tout le stationnement. Et là, par contre, sur cette partie de l'avenue de la Marne, on refait la totalité de l'enrobé. Par contre, on ne reprend pas les trottoirs à cet endroit-là puisque ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on arrive donc à la jonction entre l'avenue de la Reine Victoria et le carrefour du Palais, donc le carrefour avec l'avenue Édouard VII. Donc ici, en fait, nous avons la rue Pelleau. Et à partir de la rue Pelleau, par contre, on passe d'un aménagement en béton désactivé avec un aménagement en dalles de pierre au niveau du sol. Donc dalles de granit, comme c'est l'usage un peu sur Biarritz, donc avec, pareil, trottoir accessible, etc. Donc toujours du stationnement. Et là où il y a les commerces, en fait, on met du stationnement, et la ville de Biarritz a fait le choix de mettre du stationnement en arrêt minute à cet endroit-là. De l'autre côté, avenue de la Marne, donc une station toujours rendue accessible, et on reprend la totalité aussi, enfin, on reprend la voirie au niveau de Continental, en fait. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein, parce que... Avenue Édouard VII, donc là aussi, donc, nous avons le carrefour du Palais. Le trambus aura un couloir bus, en fait, qui va lui permettre de pouvoir rentrer sur l'avenue Édouard VII beaucoup plus facilement. Donc les voitures pourront continuer à tourner à gauche vers l'avenue Édouard VII, remonter, aller tout droit vers la Grand Plage ou remonter à droite vers l'avenue de l'Impératrice. Donc pour vous situer, en fait, on a l'entrée de l'hôtel du Palais qui est ici. Donc là ensuite, on reprend là aussi quasiment de façade à façade, où on reprend l'ensemble des trottoirs. Donc pour vous donner une idée de positionnement, le Victoria Surf, l'entrée du Victoria Surf est ici. Donc une station du trambus à cet endroit-là, et on continue en fait vers la mairie. Sur cet endroit-là, le carrefour en fait entre Édouard VII et l'avenue de la Marne, on va mettre des beaux escaliers monumentaux. Je vous montrerai une image justement de cet aménagement de requalification du début de l'avenue de la Marne. Donc là, c'est de quelle façon on va traiter, réorganiser le carrefour. Donc pareil, vous imaginez que l'entrée de l'hôtel du Palais est ici. Ça, c'est l'avenue de l'Impératrice. Là, on va vers la Grand Plage, l'avenue Édouard VII. L'avenue de la Reine Victoria, donc avec le couloir bus qui repart comme ça ici, et la voie voiture, les voies de circulation pour les voitures qui permettent de tourner à droite, tourner à gauche et continuer tout droit. Donc vous pouvez constater d'ailleurs que en phase finale des aménagements, on ne change rien au plan de circulation existant actuellement. Et là on arrive au terminus, où il y a quand même pas mal de changements à cet endroit-là.
Donc nous avons la mairie qui est ici. Donc le trambus va arriver comme ça et il va arriver sur l'avenue Louis Barthou. En fait, on a à cet endroit-là 3 quais qui seront un petit peu décalés parce qu'on va refaire là aussi le trottoir, etc. Mais pourquoi ils sont décalés et pourquoi il y en a 3? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le trambus va être un véhicule 100% électrique qui va recharger en station. Donc on a besoin de mettre en fait les mâts de charge, donc avec un pantographe qui va se connecter en fait au niveau du mât de charge pour recharger le véhicule de façon à lui redonner suffisamment d'autonomie pour faire le trajet dans le sens inverse. Donc bien entendu, l'ensemble de ces aménagements-là sont réalisés, dessinés par des architectes de façon à ce que ça s'insère bien justement dans l'environnement urbain. Autre chose, c'est le réaménagement complet en fait du square d'Ixelles, où là aussi il y aura des arrêts minutes, donc avec une redistribution relativement importante d'espaces verts, de cheminement, etc. On va regarder une vue d'artiste là aussi d'ici quelques minutes. Donc là, on a une vue de l'avenue de la Reine Victoria. Donc là, on peut bien voir justement qu'on va être en aménagement avec des pavés, etc. Et on peut bien voir justement cette mise en accessibilité que vont permettre ces travaux. Donc c'est vrai que pendant des mois, il va falloir souffrir un peu à cause des travaux, comme vous disait le monsieur le maire tout à l'heure. Par contre, une fois que ce sera terminé, les aménagements vont quand même être de très très grande qualité. Donc on voit ici la voie du trambus et on voit la voie de circulation automobile. Là, on est au bout de l'avenue de la Reine Victoria, au carrefour du Palais, en fait. Donc ici, il y a le Palais de Jade à cet endroit-là. Et là, si on fait ça, on tourne vers l'avenue de l'Impératrice. Et si on continue tout droit, on va vers la Grand Plage. Donc ça reprend bien l'organisation du carrefour que je vous montrais tout à l'heure. Et là aussi, vous voyez, donc, les traversées piétonnes, les trottoirs de niveau, tout ça, ça va quand même changer la vie à beaucoup de monde de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement sur des aménagements urbains comme ceux-ci. Donc l'Office du tourisme, à gauche, l'avenue de la Marne, ici l'avenue Édouard VII, et donc là aussi, un aménagement relativement important, très emblématique de ce projet d'ailleurs, c'est la réalisation de cet escalier un petit peu monumental qu'on va faire au pied de l'office de tourisme, donc qui va permettre là aussi de redonner de l'espace visuel, etc., de façon justement à faire ce que le carrefour entre l'avenue Édouard VII et l'avenue de la Marne devienne un emplacement qualitatif en termes d'aménagement urbain. Je garde toujours quelques secondes pour vous laisser. Donc le square d'Ixelles, dans sa version réaménagée. Donc avec juste, vous pouvez, oui. Jean-Luc, repasser le slide d'avant. Je voudrais insister quand même sur la transformation de cet endroit. Enfin, vous connaissez tous la façon dont les autobus descendent dans ce passage extrêmement étroit. Et là, cette ouverture qui a été proposée par l'architecte, je trouve, est une ouverture très belle, avec cet escalier monumental, comme vous lisiez, mais qui en même temps, je trouve, très fin dans sa réalisation, et donc qui change complètement le visage de ce lieu-là. Et voilà, donc je trouve que c'est, enfin, pour ma part, une très belle réussite. Donc nous revenons sur une vue d'avion du square d'Ixelles, donc où on peut voir donc là beaucoup d'espace redistribué au profit de réappropriation en fait de l'espace public avec de l'espace vert, tout en gardant quand même les fonctionnalités, certaines fonctionnalités d'accessibilité sur le square d'Ixelles. Et la surface végétale qui même est accentuée, puisque vous voyez que disparaît la maison qui est à côté des 3A là. Vous voyez qu'il y a une maison aujourd'hui. Vous pouvez montrer sur voilà, qui disparaît aujourd'hui et qui permet d'avoir une plus-value en matière paysagère. Ce qui va créer en fait une belle perspective sur le square d'Ixelles. Donc ici nous avons la station du trambus, donc avec une première station ici, et là les stations qui vont être dédiées justement aux véhicules électriques. Pourquoi on en met deux en fait? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on va commencer avec une fréquence de 10 minutes,
Mais si jamais il faut descendre la fréquence à 8 minutes, comme le trambus pour le charger, il faut à peu près entre 4 et 5 minutes, et si on descend la fréquence en dessous de 8 minutes, il faudra un deuxième point de charge parce qu'il y aura de fortes probabilités que plusieurs véhicules arrivent en même temps. Donc ces points de charge sont totalement silencieux, bien entendu. D'ailleurs, le système de charge sera complètement déconnecté et seront mis dans un local à part, justement, qui sera complètement insonorisé, tout ça, de façon justement à ce que ça ne crée aucune nuisance sonore. Tant qu'à avoir de l'électrique, que ça ne crée pas de nuisance sonore non plus. Le square d'Ixelles, donc toujours, mais là, vu comme si on était à pied, là on imagine qu'on est en fait sur le passage piéton devant le commissariat. Donc là, pareil, on reprend quand même une belle perspective avec ces nouveaux aménagements. Et là donc une image du véhicule, donc on est en train d'en faire d'autres qui seront peut-être un petit peu plus visibles parce que noir sur fond noir c'est pas très visible, mais en tout cas donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une grande première ce véhicule de 18 mètres articulé, c'est une grande première européenne. Donc ce sont des véhicules de 18 mètres, un peu plus de 18 mètres qui sont 100% électriques, avec une nouvelle génération de batteries en fait. C'est pour ça qu'on a fait ce choix, parce qu'avant les batteries avaient des durées de vie qui n'étaient pas forcément garanties. Là les constructeurs nous garantissent une durée de vie de 15 ans, ce sont des batteries qui chauffent pas trop, qui montent pas trop en température, ce qui leur permet d'accepter de nombreux cycles de charge en fait. Donc le temps de recharge en terminus est inférieur à 5 minutes, donc par un système de pantographe. Donc le pantographe, il n'est pas sur le mât de charge, il est sur le véhicule. Quand le véhicule arrive en fait sous son mât de charge, il y a un système de détection qui fait lever le pantographe pour venir se connecter au mât. Il y a une capacité de 140 places, donc quand même 40 places de plus qu'un véhicule non articulé classique. Et donc comme je vous disais, c'est une première européenne en exploitation. Donc le constructeur est une compagnie en fait qui est pas loin d'ici, qui est à peu près à 40 km au sud de Saint-Sébastien. C'est l'entreprise Irissar, donc qui est une entreprise du Pays Basque. Quelles modifications le long de l'itinéraire? Alors on a deux phases, les phases de travaux et les phases après les travaux. Donc en termes de circulation, bien entendu, la totalité des travaux qui vont être mis en place, ça fait partie justement des éléments qu'on impose aux entreprises quand on lance les dossiers de consultation pour les marchés de travaux, c'est d'avoir un minimum d'impact sur les circulations, donc de conserver les accès riverains, de conserver les entrées charretières, de conserver en fait les fonctionnalités. Donc après, il peut y avoir pendant des phases de travaux, on va dire, d'un côté, pendant 3 semaines, on va rouler d'un côté de la rue, et puis pendant 3 autres semaines, on passe de l'autre côté, de façon à ce que, comme on dit, on travaille en demi-chaussée, en fait, pour pouvoir faire ces aménagements. Ou alors en section, d'une rue à une autre rue, on arrête et on prend d'une autre rue et on travaille en 2-3 sections comme ça. L'accessibilité pendant les travaux, alors même si elle va être de très très grande qualité une fois que les travaux seront terminés, pendant les travaux, l'accessibilité quand même, les cheminements piétons, ça va être quand même difficile, il ne faut pas se le cacher, puisque le fait d'avoir des travaux importants comme ça sur les trottoirs, etc., ça va créer quand même quelques difficultés de déplacement. Et puis comme je vous disais, donc l'enfouissement et renouvellement de réseaux, donc c'est l'occasion de refaire l'ensemble des réseaux vieillissants. Donc ça concerne l'eau, l'assainissement, les réseaux électriques et les réseaux télécoms. Après les travaux, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les plans de circulation existants ne changent pas. Le stationnement, il est maintenu dans le projet final. Par exemple, sur l'avenue de la Reine Victoria, on a une petite diapo sur le bilan du stationnement. L'accessibilité, le projet permet de rendre complètement accessible la totalité des espaces qui vont être requalifiés. Donc cheminement, les trottoirs, les stations, etc. Le bilan du stationnement. Alors ça c'est important, Jean-Luc, si vous me le permettez, parce que évidemment, et c'est une question très légitime de savoir quel est l'impact de ce nouveau moyen de mobilité sur le stationnement dans la ville, et en tout cas sur les artères qu'il va emprunter. Voilà, donc, et là c'est ce bilan que vous présentez. Il y a des stationnements qui seront nécessairement supprimés, mais d'autres qui seront maintenus ou créés. Donc c'est ce bilan que vous avez sous les yeux et que, Jean-Luc, vous nous commentez. Tout à fait. Alors, sachant que ce bilan ne tient pas compte, en fait,
parce que c'est le bilan stationnement du projet Trambus. Par contre, la ville a des projets d'aménagement autour des secteurs qui vont être traversés par le Trambus. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des places de stationnement en fait qui étaient à l'origine à un endroit et qui sont positionnées et remplacées sur d'autres rues à proximité de là où elles étaient auparavant. Donc sur l'avenue Henri Agette, en fait, donc il y a 3 places de stationnement qui sont supprimées, donc aucune recrée à cet endroit-là. L'avenue de Lattre de Tassigny, on ne change rien. L'avenue de la Marne, en fait, sur sa partie est, 7 places de stationnement supprimées, donc, et qui ne sont pas recréées. L'avenue de la Reine Nathalie, stationnement supprimé, il n'y en a pas. Par contre, on crée 3 emplacements. Sur l'avenue de la Reine Victoria, en fait, aujourd'hui, il y a 100 places. D'ailleurs, c'est pas très très lisible. En fait, il n'y a pas 100 places de supprimées. Il y en a 40 de supprimées, puisque on a 100 places actuellement sur l'avenue de la Reine Victoria et on en conserve en fait 60. Sur l'avenue Édouard VII, il y en a 7 qui sont enlevées et 17 qui sont recréées. L'avenue Gabriel Petit, on a 5 places supprimées et 1 recréée. Sur l'avenue Louis Barthou, on en a 8 qui sont supprimées et là on n'en recrée pas. Vous avez vu l'aménagement qui était réalisé. Sur le square d'Ixelles, on est sur 40 places supprimées, 27 qui sont recréées, ce qui donne un bilan total de 62 places en moins sur la totalité de l'itinéraire situé sur Biarritz. Donc, par contre, il y a une chose sur laquelle on est en train de travailler au niveau du syndicat des transports, dans le cadre de la réorganisation générale du réseau, on est en train de travailler sur tout un système de parking relais qui vont être mis autour des entrées de l'agglomération, et des parking relais qui déjà ont eu un très très bel exemple à Biarritz l'an dernier, avec le parking relais d'Irati, qui a très bien fonctionné. Ça a été véritablement un franc succès. Moi, j'ai vu des queues de 5-10 mètres devant l'entrée du véhicule. Dans les 50 jours où ce parking relais cet été a été ouvert, il y a 7500 voitures qui n'ont pas pénétré dans Biarritz. Ça paraît beaucoup, le chiffre, en réalité, c'est pas si énorme que ça. Mais il faut persister, c'est-à-dire tenir les voitures en périphérie et donner des moyens rapides, au travers de navettes, de petits véhicules, d'accéder au centre-ville. Ça a bien fonctionné l'an dernier et on va renouveler cette année, sur une durée plus longue, cet été, avec 2 parkings relais cette fois-ci, celui d'Irati, qui a fait ses preuves l'an dernier, et puis celui du Rayalai, ou une partie en tout cas du parking du Rayalai, qui sera également relié au centre-ville par une navette, de manière à pouvoir éviter des trop grandes concentrations de véhicules au centre de la ville. Voilà donc pour ce bilan stationnement. Jean-Luc, oui. Juste un petit complément, parce que là, il y a un bilan comptable qui est un peu raide. On peut donner de la qualité aux places, c'est-à-dire que sur le square d'Ixelles, sur l'avenue Louis Barthou, sur l'avenue de la Reine Victoria, un certain nombre de places sont transformées en arrêt-minute avec des bornes. Tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez vu tout à l'heure l'impact sur le square d'Ixelles, toutes les places ont disparu. Alors, il faut dire que la vue d'artiste ne met pas les véhicules sur les places de stationnement qui restent, mais il y a toute une bande de stationnement qui demeure avec des places qui sont laissées en arrêt-minute. On la voit, si tu peux tu l'avais tout à l'heure. Oui. Tu l'avais sur la vue 3D, voilà. Si tu peux la montrer. Non, on la voyait. Pardon ? Là, reviens. Oui. Hop. Donne. Ici. Voilà, vas-y, montre si tu veux. Voilà. Ça, par exemple, ce sont des arrêts minutes qui permettent d'assurer une rotation, un accès facile à Jeval-Quinto, au CCAS. De même, avenue de la Reine Victoria à l'extrémité commerçante, les places qui aujourd'hui sont des places de stationnement classiques seront transformées en places avec arrêt minute borné. De la même manière, le petit parking mairie à côté des WC publics de Barthou va être remanié pour permettre un arrêt minute pour notamment, alors pour tout le monde, mais notamment les kinés qui sont un peu plus loin, où il y a une place de stationnement qui va disparaître. Voilà, donc c'est à la fois un peu raide dans le chiffre, parce que c'est vrai qu'il en manque quelques-unes, mais d'un autre côté, permettre à ces arrêts de tourner, de donner une rotation, permet que la ville fonctionne aussi un petit peu mieux. Oui. Et dans le bilan comptable, tu évoquais tout à l'heure, il y a d'autres aménagements, on retrouve un peu de place.
On faisait le compte avec monsieur le maire tout à l'heure, par exemple, autour de l'avenue de la Reine Victoria, entre l'avenue Édouard VII et Alphonse XIII, la Vigerie, on retrouve 24 places qu'on va créer qui n'existent pas aujourd'hui. Donc voilà, ça permet de se dire que là où on peut, là où l'organisation de la circulation le permet, on retrouve des capacités de stationnement, voire des capacités de rotation. Peut-être ajouter aussi sur l'avenue de la Reine Victoria que beaucoup de, enfin on étudie ça depuis quelques mois, beaucoup de résidents de l'avenue de la Reine Victoria ont leur propre ou des garages privés ou des espaces privés pour garer leur voiture. Il y a évidemment, il faut veiller à ce que la commercialité des magasins qui sont là et des enseignes, surtout ceux sur la fin de l'avenue de la Reine Victoria, que cette commercialité ne soit pas menacée. C'est la raison pour laquelle il y aura des arrêts minutes le long de ces commerces, ce qui est la meilleure façon de garantir justement, grâce au turnover, le fait que les commerces les stationnements sont renouvelés et c'est très bon pour le commerce. Je voudrais ajouter que pour les résidents de l'avenue de la Reine Victoria, qui n'auraient pas de garage privé, mais qui sont résidents de cette avenue de la Reine Victoria, nous étudions actuellement des facilités pour pouvoir déposer leur voiture dans l'ouvrage, le parking de la grande plage, où ils pourront avoir les meilleures conditions. Par ailleurs, nous nous posons la question, comme dans toutes les villes, de savoir, au fond, la chasse qu'il faut essayer de faire, c'est la chasse aux véhicules ventouses, c'est-à-dire à des véhicules qui ne bougent pas de la journée, parfois sur plusieurs jours. Et une des manières de faire la chasse à ces véhicules, c'est d'étudier aussi la possibilité de créer des zones payantes également, qui permettent à ce moment-là une rotation des véhicules. Mais sur l'avenue de la Reine Victoria, comme ailleurs, nous veillerons, à ce que les commerçants ne soient pas pénalisés et à ce que les résidents qui n'ont pas leur propre garage ne soient pas pénalisés et trouvent des alternatives. Parce que quand on supprime du stationnement, et on voit bien que faire passer le trambus va avoir des conséquences. Franchement, une 60aine de stationnements sur l'ensemble du circuit, c'est pas énorme. Franchement, par rapport à ce qui se passe dans d'autres villes, je peux vous le dire. Mais il faut offrir à ce moment-là des alternatives, de manière à ce que le nouveau moyen de déplacement public ne soit pas vécu comme agressif par rapport à des habitudes ou par rapport simplement à la commodité qu'un certain nombre de gens peuvent avoir, soit parce qu'ils sont résidents, soit parce qu'ils sont commerçants. Donc nous allons veiller à ça, nous veillons à ça avec beaucoup d'attention. Et puis j'ajoute que le trambus par lui-même, ce nouveau moyen de déplacement, ce nouveau moyen de mobilité, porte en lui-même véritablement des possibilités de déplacement, de mobilité, qui servent notamment les commerces. La démonstration est faite véritablement dans toutes les villes. Voilà, donc cette question du stationnement est très importante et nous veillons vraiment à ce qu'il n'y ait pas de pénalité ou de pénalisation ou des riverains ou des commerçants. Et d'ailleurs, nous travaillerons avec eux sur ce sujet. Vous avez fini, Jean-Luc ? Tout ça, j'allais parler un petit peu de communication, monsieur le maire, puisque un projet comme ça, comme monsieur le maire vous l'a dit tout à l'heure, les travaux vont générer, bien entendu, des nuisances. Donc c'est pour ça que le syndicat des transports a fait le choix de fortement appuyer la communication, de façon à fédérer autour du projet, mais aussi et surtout l'information, de façon justement à ce que vous puissiez en permanence savoir ce qui se passe et ce qui va se passer demain sur l'ensemble des zones de chantier, sur l'ensemble des zones de travaux. Donc ça repose en fait sur une identité, donc le logo du trambus, le nom du trambus, une identité qu'on va retrouver
tout au long de la réalisation du projet. Pourquoi? De façon justement à ce que dès qu'on va voir ces couleurs, ce logo du Trambus, on saura pourquoi il y a ces travaux, pourquoi il y a ces aménagements, et on saura identifier ce qui se passe. Ça va passer par un site internet sur lequel vous pourrez récupérer de l'information, à la fois, par exemple cette présentation, et puis tout un tas d'informations au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Pourquoi? Parce qu'un chantier de travaux comme celui-ci, c'est vivant, ça bouge tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en permanence, ça continue à bouger. Donc on ne va pas figer une information au début, on va faire vivre cette information et elle va avancer en même temps que le chantier. Le principe, c'est aussi une communication de proximité. On ne va pas faire une communication sur le projet dans son ensemble, on ne va pas faire une information sur le projet dans son ensemble. Sur la lettre info travaux des secteurs de la Reine Victoria, on enverra la lettre info travaux sur la Reine Victoria. Sur les habitants de la rue Maubec, ils vont recevoir la lettre info travaux spéciale rue Maubec. C'est le cas aujourd'hui sur l'avenue Jean-Léon Laporte-Anglette, c'est le cas aujourd'hui sur le boulevard du BAB à Bayonne. On cible l'information de ces lettres info travaux sur des secteurs bien déterminés. Donc, un dispositif aussi identifié, donc réalisé autour d'élus identifiés, donc dont Monsieur Bonamy a été hautement présenté par Monsieur le maire de Bayonne tout à l'heure, de Biarritz, pardon, tout à l'heure. Mais pareil, il y a un élu qui est désigné à Bayonne, il y a un élu qui est désigné aussi à Anglette. Pourquoi? Parce que les élus sont des gens qui automatiquement doivent avoir l'information, parce que le jour où vous allez les croiser dans la rue, c'est à eux que vous allez leur poser la question. Donc c'est pour ça qu'il y a un élu à chaque fois dans chaque commune qui est identifié avec une information quand même plus généraliste au niveau de la ville, du conseil municipal et des services. L'identité du Trambus, donc ça c'est le logo qu'on commence à voir surgir un petit peu partout le long de travaux. Donc les couleurs multicolores en fait représentent aujourd'hui un peu la livrée que nous avons sur les bus du réseau Chronoplus, et au milieu en fait ce M du Trambus qui en fait correspond au soufflet du bus articulé du Trambus, qu'on va retrouver décliné de cette façon. Donc avec la ligne 1 et la ligne 2 en signature. Et là, c'est pendant les phases de chantier, donc de l'information à la fois sur des panneaux d'affichage, de l'information sur des documents qui vont être diffusés, mais aussi de l'information à proximité des zones de chantier. Ça, vous avez pu le voir quand il y a par exemple sur des projets de tramway, il y a une rue qui est en travaux, et à l'entrée de cette rue, il y a un panneau qui dit que dans la rue X ou dans la rue Y, les commerces continuent à ouvrir, que tel commerce, tel restaurant continue à vous accueillir pendant les phases de travaux. Et tout ça repose en fait donc sur une diffusion très très large de l'information. Pourquoi? Parce que plus on donne d'informations, moins on se pose de questions. Et à partir du moment où on se pose moins de questions, on a un petit peu plus confiance, on sait ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que le point d'entrée, un des points d'entrée principaux, ça va être la création d'un site web dédié au projet pour donner une information, pour donner le déroulement des travaux, pour rendre accessibles les documents et informations en téléchargement, donc les documents de communication. Et puis aussi, ça va être un point d'entrée pour pouvoir échanger avec vous. Il y a des adresses mail qui sont déjà mises en place, de façon à pouvoir envoyer des demandes d'informations directement, qui vont tomber sur en fait les médiatrices. Donc, et il y en a une par ville, qui vont être le point d'entrée essentiel de l'information et puis de réponse à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Donc le choix qui a été fait, c'est de mettre en place une médiatrice, de disposer d'une médiatrice par ville. Celle de Bayonne est arrivée au mois de février, celle d'Anglette est arrivée, et c'est cohérent en fait avec la mise en œuvre des travaux. Et celle de Biarritz, c'est là. On va et celle de Biarritz, Anne donc de venir là, de monter, de te présenter. Anne Le Billan, qui sera la médiatrice, c'est-à-dire qui sera là pour répondre à vos questions, qui aura un bureau à la mairie, qui aura toute la documentation, évidemment, que vient d'évoquer Jean-Luc Louis, et qui sera prêt donc à répondre, et qui recevra à longueur de journée les citoyens biarros qui auront des questions à poser, des remarques à faire, des choses à revendiquer. Eh bien, elle sera là pour traiter l'ensemble de ces informations et permettre que collectivement nous avancions ensemble vers ce grand projet urbain d'agglomération. Merci Yann.
Et en plus, Anne habite au cœur. Une dernière chose quand même, Jean-Luc, peut-être que vous n'avez pas dite, peut-être alliez-vous le dire, c'est que pendant les travaux, il y aura également, pour les commerçants qui seront pénalisés, une indemnisation possible. Vous y allez? On y va. Je gardais le meilleur pour la fin, mais vous m'avez devancé, monsieur le maire. Donc les médiateurs de terrain, information, communication, donc la médiatrice de Biarritz, Anne Le Billon, donc qui sera là à partir du 1er juin. Il y aura une permanence 3 fois par semaine à l'hôtel de ville de Biarritz avec une exposition où vous pourrez là aussi récupérer des documents, des lettres info travaux et le site internet. La lettre info travaux dont vous avez un exemple en fait, c'est celle de la numéro 2 en fait sur le secteur d'Anglet. Donc c'est lettre info travaux. Des fois, il y en aura une par mois. Pourquoi? Parce que le chantier évoluera uniquement une seule fois dans le mois. Et des fois, on pourra en avoir une toutes les semaines. Donc ça va évoluer, ça va avancer avec le projet de travaux. Une dernière chose, communication, information. Donc en entrée de zone de travaux, toute la signalétique, les panneaux d'information, le jalonnement de proximité, les commerces, comme je vous disais tout à l'heure, hein, pendant les travaux, vos commerces restent ouverts. Les outils d'information et d'échange, donc avec un email dédié à la ville de Biarritz justement pour les travaux. Donc vous pouvez vous lâcher puisque ça va tomber chez Anne Le Billon, la médiatrice. Donc un site internet, trambus-paysbasque.fr et une page Facebook qui est déjà opérationnelle, donc que vous pouvez consulter. Et alors celle-ci, la page Facebook, elle est mise à jour pratiquement tous les jours par les médiatrices en fonction du secteur qui leur est affecté. Elle donne de l'information quasiment quotidiennement sur cette page Facebook. Enfin, des travaux comme ceux-ci, bien entendu, ont un impact à la fois sur le quotidien, tout ça, mais des travaux comme ceux-ci aussi peuvent avoir un impact sur le milieu économique. C'est vrai que quand on se retrouve avec des barrières, avec du chantier, etc., devant un commerce ou à proximité d'un restaurant ou quelque chose comme ça, eh ben, on peut voir éventuellement une baisse de chiffre d'affaires, une baisse d'activité. Donc c'est pour ça que le syndicat des transports et les élus du syndicat des transports ont fait le choix, par une délibération du 14 décembre 2016, de mettre en place une commission d'indemnisation. Cette commission d'indemnisation, donc, vise à indemniser les entreprises, commerces et activités qui pourraient subir des pertes d'activité à cause ou pendant les phases de travaux du projet. C'est pas une innovation, c'est des choses qui ont déjà été faites sur d'autres projets, dans d'autres agglomérations, mais c'est un excellent moyen d'accompagnement. Alors ça peut passer soit par l'indemnisation où les commerces impactés présentent en fait leurs 3 derniers bilans par exemple, et on peut dans ce cas-là comparer pendant la phase de travaux quelle a été la perte, mais ça peut être aussi un accompagnement. Des fois, il n'est pas uniquement impératif d'indemniser. Par contre, de pouvoir négocier avec les services fiscaux, de pouvoir négocier avec les banques, d'avoir un étalement de paiement de charges auprès de l'URSSAF, c'est aussi un moyen d'accompagnement. Donc cette commission d'indemnisation va indemniser, mais aussi va accompagner les commerçants, les activités et entreprises qui souhaiteraient justement se faire aider dans ces différentes démarches. Et justement, de façon à ce que et cette commission fonctionne en toute transparence et en toute objectivité, eh bien, tout simplement, elle est présidée par un magistrat du tribunal administratif de Pau. Donc, de façon, justement, là, déjà, à mettre un cadre très objectif, on va dire, au fonctionnement de cette commission. Il y aura aussi, pour représenter cette commission, pour constituer cette commission, un élu du syndicat des transports, puisque c'est le syndicat des transports qui mène le projet, un élu de la communauté d'agglomération Pays Basque au titre de sa compétence en termes de développement économique. Il y aura 2 représentants des chambres consulaires. Pourquoi? Parce que ce sont les chambres consulaires, CCI et chambres d'agriculture qui connaissent parfaitement le contexte et le milieu économique de l'agglomération. Un représentant des services de l'État, donc du Trésor public, et un expert comptable, justement, qui sera le point d'entrée de l'analyse financière des dossiers. Et cette commission, donc, sera mise en place dans le courant du printemps, de façon à être complètement opérationnelle à la rentrée, quand les travaux vont commencer sur Biarritz. Donc ça veut dire que les commerçants ou les acteurs économiques qui ont le sentiment à un moment que cette période de travaux impacte sur les résultats de leur activité doivent constituer un dossier et présenter ce dossier à la commission d'indemnisation qui étudiera cette situation et qui répondra, si démonstration est faite, qu'effectivement il y a un impact négatif
sur l'activité de ce commerçant ou de cet acteur économique. Exactement. Et le dossier, donc, pourra être demandé auprès des médiatrices, pourra être téléchargé à partir d'Internet ou alors venir au syndicat des transports en retirer un exemplaire. Par contre, il faudra le renvoyer par courrier recommandé accusé de réception de façon à assurer une traçabilité dès le départ de ces demandes d'indemnisation. Donc voilà. Tout ce processus-là, donc il y a des travaux, des périodes qui vont être compliquées, tout ça. Par contre, on fait en sorte que ce projet, en fait, puisse être le mieux perçu possible, justement, en apportant le minimum de gêne possible pendant ces phases de travaux. C'est pour ça, et ça, je tiens à chaque fois à le répéter, dans les cahiers des charges, des consultations pour les entreprises, la base, c'est de ne fermer aucune rue, de ne fermer aucun accès, de conserver toutes les fonctionnalités. Alors même si c'est pas aussi fluide que dans la vie normale, ça va être compliqué, mais l'objectif c'est de toujours conserver ces fonctionnalités de façon à avoir le moins de gêne en termes de travaux. Une chose aussi, c'est aussi pour ça que le planning il était un petit peu plus long, parce que nous sommes dans une agglomération touristique où la période estivale doit être une période où on neutralise justement, neutralise à double titre, parce que c'est une image de l'agglomération, c'est une image de Biarritz, c'est une image de Bayonne et d'Anglet qu'on doit donner, qu'il y ait, on va dire, une facilité d'accueil pendant cette période estivale. Et c'est aussi une réponse à une nécessité économique, il faut dire les choses comme elles sont, d'apporter un minimum de gêne pendant cette période estivale. Donc le principe, c'est pas de travaux pendant la période estivale sur les axes qui sont fortement impactés par la saison touristique. Donc ça veut dire que si on n'avait pas fait ça, eh ben on faisait la totalité du projet en 7 ou 8 mois de moins. Mais on a ces contraintes. Il y en a d'autres qui ont d'autres contraintes. Nous, on a celle-ci, et tant mieux. Et sur ce, je vous remercie énormément de votre attention. Merci Jean-Luc. Évidemment, Jean-Luc connaît bien ce sujet pour y travailler depuis longtemps. Et moi, je suis très fier que cela aboutisse parce qu'il a eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure qu'on avait ensemble fait les premières esquisses de ce projet. Voilà. Vous avez vu aussi, et moi je crois que c'est très important, qu'à l'arrivée, non seulement on a un moyen de mobilité et de déplacement moderne, efficace, nouveau, mais en même temps, d'une certaine manière, là où passe le trambus, la ville change. C'est-à-dire que l'urbanisme est évidemment touché par le passage du trambus, et c'est un aménagement qualitatif, évidemment, qui est que donc la ville en ressort plus commode à vivre et en ressort d'une certaine manière plus belle. Voilà, ben écoutez, alors il est un peu tard, mais ça fait rien, on a tout le temps, c'est vous qui déciderez. On va passer maintenant aux questions. Donc Annie, ça va, il y a des... Ok, alors il y a monsieur là, regarde Annie. Oui, bonjour, Forster Jean-Pierre. Je suis résident de la Reine Avenue Victoria. J'habite le Majestic, comme mon voisin. Vous avez pris conscience, et très bien conscience, du problème de stationnement. Vous avez oublié de mentionner aussi que nous sommes pénalisés par le plan... Approchez le micro. Voilà, nous sommes pénalisés aussi par le plan Vigipirate qui s'applique à la synagogue à côté de chez nous, qui concerne 40 à 50 places. Vous faites 40 à 50 places, plus les 60 que vous annoncez, plus le fait du stationnement pendant les périodes de course, il devient pour nous impossible de nous garer. Je prends l'exemple du Majestic, 1914 les fondations. Il y a donc 5 places de garage pour 40 résidents. C'est un problème impossible. Donc je vous propose 3 solutions, monsieur le maire. Celle que vous avez mentionnée, à savoir accès au parking de la Grande Plage, mais accès avec place réservée, y compris pendant les vacances. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Deuxième solution, prolongement de la carte, prolongement des espaces réservés dans les cartes d'abonnement mensuelles avec l'accord de Vinci. Aujourd'hui, ça ne concerne qu'une partie de la Reine Victoria, la rue de Russie et l'avenue de la Marne. Il faut étendre ces autres. La troisième, j'ose à peine vous la suggérer, c'est de supprimer nos PV. Pardon ?
La troisième? La troisième, c'est de supprimer nos PV. Alors, ça, excusez-moi sur la. D'abord, bon, moi les PV j'y touche pas, hein, mais ceci dit, vous savez qu'à partir du 1er janvier 2018, il y a une transformation de la loi, puisque ce qu'on appelle la dépénalisation et la délocalisation des amendes qui sont données sur le stationnement de surface, et que c'est les maires, à partir du 1er janvier 2018, et les mairies, les municipalités qui seront responsables du stationnement de surface. C'est-à-dire, ça, c'est une grande transformation, et nous sommes en train de nous préparer à ce 1er janvier 2018, c'est-à-dire qu'à la fois les mairies fixeront les tarifs, à la fois les mairies, ou en régie, ou en confiant cela à un opérateur externe, verbaliseront, ou contrôleront en tout cas le stationnement, mais donc toute cette responsabilité revient à la municipalité. Je voulais dire ça en passant. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites, monsieur. Et moi, je vous invite véritablement, je le disais à Christophe Landrin, le directeur général des services, que je remercie d'être là, je voudrais vraiment vous rencontrer pour que nous parlions. Vous êtes un riverain de l'avenue de la Reine Victoria, c'est précieux, vos remarques sont précieuses, et j'aimerais beaucoup que nous nous rencontrions pour l'évoquer avec vous. Voilà. Je voulais dire une deuxième chose, une troisième chose, c'est que vous avez parlé de la synagogue. Et j'ai reçu il y a 15 jours un homme accablé, qui est le marchand de fleurs de la rue Pelot. C'est juste avant chez Angela, avant de coiffeur, et vous voyez. Et comment? Voilà. Et cet homme m'a dit, moi j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires, avec les barrières qui protègent la synagogue, plan Vigipirate. Eh bien, je suis allé, j'ai été vraiment touché par cet homme-là qui m'a dit, moi je vais partir, je vais fermer ma porte. Et nous avons négocié cela avec l'autorité préfectorale, avec monsieur le commissaire de police, et vous verrez qu'il y a 2 places aujourd'hui, 2 arrêts minutes qui ont été mis devant ces commerces-là depuis maintenant une dizaine de jours. Et moi, j'y ai gagné un bouquet de fleurs qu'il m'a gentiment adressé, mais cet homme est très heureux, vraiment, parce que son commerce n'aura plus cette pénalité dont on n'est pas responsable. On comprend aussi qu'il y ait une protection particulière de ce lieu de culte, vous voyez ? Voilà. Oui, monsieur le maire, vous avez raison, je connais le marchand de fleurs. Si vous discutez avec le quincaillier, à côté, ça sera la même chose. Et malheureusement, vous ne pourrez pas discuter avec les 5 autres commerces sur 7 qui sont aujourd'hui fermés. Donc ce problème, mais ceci dit, nous comprenons tous l'importance du plan Vigipirate, mais qui s'ajoute aux problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, il y a là un vrai problème, et je prendrai volontiers rendez-vous avec M. Flandrin ou mon ami Lafitte. En tout cas, moi, je vous invite vraiment, comme résident de l'avenue de la Reine Victoria, et s'il y en a d'autres dans cette salle, c'est probable, vraiment à venir nous rencontrer pour justement affiner sans doute les options que nous avons prises à ce sujet, et peut-être, grâce à vos propositions, trouver des solutions plus fines et plus complètes que celles sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre question ? Annie, tu veux prendre l'identité de monsieur s'il veut nous la donner? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas au fond. Oui, bonsoir messieurs, dames. Je ne sais pas si c'est bien le lieu pour poser mes questions, mais en fait je suis usagère des transports en commun pour me rendre sur mon lieu de travail. Je voulais savoir si durant les travaux, les lignes A1 et A2 vont continuer leur service. Pendant les travaux, est-ce que les lignes A1 et A2 vont continuer? Oui. D'accord. Alors, monsieur... Ou est-ce qu'il y aura interruption du service, ou que va-t-il se passer concrètement? Peut-être plus largement, votre question, c'est est-ce que le réseau actuel va fonctionner pendant les travaux? Absolument. Le réseau actuel, bien entendu, va fonctionner pendant les travaux.
Alors, il y a des zones de travaux, il va falloir qu'ils soient adaptés ou réadaptés, parce que c'est vrai que quand on refait une rue, c'est pas forcément évident d'en faire passer les bus, mais ça fait partie en fait du système d'information qu'on met en place, et c'est déjà le cas sur des travaux qui sont en cours de réalisation, où lorsqu'il y a une déviation, on informe sur les points d'arrêt, etc., la modification du point d'arrêt, à quel endroit il faut se rendre pour le retrouver. Mais tout ça sans, bien entendu, quand je dis à quel endroit il faut se rendre, on n'en met pas un point d'arrêt à 1 kilomètre. À chaque fois, c'est des points d'arrêt qui sont déplacés de 50, 60, 100 mètres. Donc le réseau va continuer à fonctionner. Et c'est obligé. Pourquoi? Parce que, comme on disait, on va créer des problèmes de nuisance, des problèmes de circulation, etc. Et c'est justement la période où le réseau a besoin de continuer à fonctionner. D'accord. Voilà. Deuxième question, est-ce que lorsqu'il y aura le trambus et l'ancien réseau, est-ce que le titre de transport que j'aurai me permettra d'utiliser un jour, par exemple, le trambus, et le lendemain, par exemple, les lignes traditionnelles? Ou me faudra-t-il 2 titres de transport distincts? Non, il vous faudra un seul titre de transport. Si vous achetez un ticket à 1 euro, c'est pas d'un jour à l'autre, c'est d'une minute à l'autre. Vous pourrez passer du trambus à un bus du réseau régulier ou l'inverse. Et si vous êtes abonné au réseau de transport en commun, votre abonnement permettra non seulement d'utiliser le trambus, d'utiliser le réseau de transport en commun, mais d'utiliser aussi gratuitement les parkings relais. Ah, d'accord. Et troisième, dernière question. J'ai vu le rond-point de l'Europe. Allez-vous casser des maisons? Parce qu'il y a une jolie maison bleue, là, je ne la vois pas. Non, non, absolument pas. On ne casse aucune maison. On casse pas de maison dans le cadre du projet. Merci beaucoup. Voilà, Bonne soirée. merci à vous. Je voulais rappeler au passage que nous avons aujourd'hui dans les transports publics tels qu'ils sont, la tarification, l'une des tarifications les plus faibles de France. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire aujourd'hui, pour 1 euro, vous faites un trajet. Si c'est dans l'heure, vous pouvez faire un aller-retour. Et avec 2 euros, vous pouvez circuler sur tout le réseau pendant une journée. C'est aujourd'hui l'un des 3 réseaux les moins chers de France. Nous l'avons voulu comme ça parce que pour que les habitudes changent et qu'on apprenne tous à prendre des transports publics, il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord avoir vraiment des systèmes de mobilité rapides, efficaces, modernes, propres, avec dedans un haut niveau de service, comme on l'a vu. Il faut tout ça. Et puis, il faut également qu'il y ait une tarification qui soit une tarification incitative. Et c'est ce que nous avons voulu depuis le début, Jean-Luc, depuis plusieurs années, avec cette tarification qui aujourd'hui et ces systèmes d'abonnement nombreux qui permettent vraiment de d'utiliser ce réseau à un moindre prix. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonsoir. Madame Duvin-Gomes, j'habite au niveau des cycles Vergès sur l'avenue de la Marne. Et l'avenue de la Marne est longue. Vous mentionnez 7 stationnements qui vont être éliminés. Et à quel niveau vont être éliminés ces stationnements? Annie, tu peux nous... Parce que là, vraiment, on entend très très mal. Est-ce qu'Annie, tu peux nous... Madame Duvin-Gomes, j'habite avenue de la Marne au niveau des cycles Vergès. Donc vous mentionnez 7 stationnements qui vont être éliminés sur l'avenue de la Marne. Et à quel niveau? Parce que c'est ce qui me fait le plus peur. Côté rond-point de l'Europe. D'accord. Donc au niveau du départ de l'avenue de la Marne, là où vous ont été présentés les 2 arrêts qui sont légèrement déconnectés à côté de la station-service avec la surépaisseur de la voie centrale. Donc c'est à cet endroit-là. Donc les stationnements restent... À cet endroit-là, il y a 7 places qui disparaissent. Bon, très bien. Sur le reste de l'avenue, non, les autres stationnements ne bougent pas. Ah, les autres stationnements, donc, ne bougent pas. Ils restent maintenus. Non, les autres sont maintenus. Je vous remercie. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou monsieur, là-bas. Oui, bonsoir, je suis monsieur Germanotti, je suis résident avenue de la Marne. J'avais une question par rapport au trafic des bus sur l'avenue de la Marne. Donc le tram de la ligne 1 va passer avenue de la Marne. Et je voulais savoir s'il allait y avoir un réaménagement des autres lignes de bus, puisqu'on a aujourd'hui la A1, la A2, la 8, la 14. Et donc, on va avoir un trambus numéro 1 très silencieux, puisqu'il va être électrique.
Et je voulais savoir comment ça allait se passer avec toutes les autres lignes de bus qui allaient être derrière le tram électrique et qui donc allaient attendre que le tram électrique redémarre pour, à leur tour, démarrer, faire plein de bruit et suivi des voitures qui vont elles aussi remonter l'avenue de la Marne, puisqu'aujourd'hui l'avenue de la Marne, c'est quand même l'avenue qui sert à sortir de Biarritz. Guillaume. J'ai compris la question. La ligne trambus va se substituer, pour être très clair, aux lignes A1 et A2. Donc en fait, on va perdre carrément 70 bus, on va dire, sur l'avenue de la Marne. Les lignes 8, les lignes 14, alors celles-là, elles vont être restructurées, donc on ne peut pas encore vous dire qu'est-ce que sera demain ces lignes-là. Par contre, A1, A2 vont être remplacées uniquement par le trambus. Donc une ligne à 10 minutes qui pourra avoir... silencieux, donc ce qui veut dire qu'on va perdre quand même sur l'avenue de la Marne à peu près 70 bus par jour. Voilà. D'accord. Donc entre le bas de l'avenue de la Plus Marne... le sens retour sur l'avenue de la Reine Victoria, bien évidemment, Reine Nathalie, Reine Victoria, les lignes dénatent. Hein. Je ne vois pas où est le monsieur en fait. Ah, pardon. Donc du bas de l'avenue de la Marne, donc de Édouard VII jusqu'au petit casino, grosso modo, il n'y a pas de voie dédiée au tram. Et donc sur cette partie-là vont circuler à la fois le tram de la ligne 1, les lignes de bus 8 et 14, okay, et également les voitures. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc le tram va garder toutes ses performances. Oui, c'est ça. Mais oui, tout à fait, ça va garder ses performances. Mais déjà, on va quand même enlever 70 bus, donc déjà, ça va permettre de fluidifier. Mais on ne peut pas enlever non plus les autres lignes, parce que les autres lignes amènent à d'autres secteurs de Biarritz. La ligne 8 amène notamment à la gare. Et à la cité scolaire. Donc il faut maintenir cette connexion-là et tout le monde ne peut pas non plus prendre le trambus. Donc voilà, ça va quand même enlever un peu de trafic sur l'avenue de la Marne et sur l'avenue de la Reine Victoria. Je parle bien sûr côté bus, un grand gabarit. Dans les hypothèses de travail initiales, je viens tout de suite. On avait pensé à un moment, sur l'avenue de la Marne, faire l'aller-retour du trambus. C'est-à-dire, au fond, tout concentré sur l'avenue de la Marne, mais on supprimait 160 places de stationnement. Et donc, la solution a été abandonnée. Alors, monsieur, d'abord, il y a un monsieur ici qui a demandé la parole. Pardon. Voilà, ça arrive. Monsieur, puis monsieur. Monsieur Barbu et monsieur Barbu. Merci. Monsieur Barbu, oui. Deux questions à propos de la circulation elle-même. Vous avez dit que le bus aurait priorité, ou une certaine priorité, au carrefour. Qu'est-ce que vous entendez par là? Allez-y, expliquez-le. Alors, c'est très simple. Chaque bus, en fait, est géolocalisé. Et chaque carrefour à feu va être équipé d'un émetteur-récepteur. Le bus est équipé d'un émetteur et le feu de signalisation, je fais simple, est équipé d'un récepteur. À partir d'une certaine distance, en fait, il y a un signal qui va être envoyé au feu pour régler les feux sur le carrefour de façon à ce que le trambus puisse avoir le feu vert pour lui, tout simplement. C'est exactement le même principe de fonctionnement des systèmes de priorité au feu pour les tramways. Ça bénéficie aux voitures qui étaient stockées au feu rouge avant le bus, tout à fait. Et tout d'un coup, le feu passe vert, vous passez, et le bus est derrière. Voilà. Qu'en est-il, alors deuxième question, qu'en est-il en matière de rond-point? Je prends le rond-point de l'Europe. Oui. Le bus descend, la rue Henri Agé, c'est ça? Oui. Il arrive au rond-point de l'Europe. À sa gauche, il a les voitures qui viennent de Kléber. Oui. Est-ce que le bus leur doit la priorité? Comment ça se passe là? Non, il a un feu. Puisque là, on est dans la partie... Vous mettez des feux dans le rond-point de l'Europe. On est dans la partie, en fait, traversante. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les voitures qui vont dans le même sens, ou qui tournent à droite, dans le même sens que le trambus, vont pouvoir continuer. Par contre, c'est vrai que... Et là, donc, on ne bloque, en fait, que les accès perpendiculaires à la ligne de trambus à cet endroit-là. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que la traversée du carrefour, elle va se faire en quoi? 20, 25 secondes maximum. Donc, immédiatement, là, on a des boucles, en fait, ou des systèmes radio, là encore,
qui, une fois que le trambus sera passé, va immédiatement réorganiser le système de feu du carrefour. Ouais, donc là, vous avez combien de feux alors, au rond-point de l'Europe? Pardon ? Combien de feux y aura-t-il au rond-point de l'Europe? Deux. Deux pour les perpendiculaires. Donc en gros sur le boulevard du BAB. Merci. Bonsoir. Allons-nous être impactés sur nos impôts, les travaux de Monsieur Venac? Parce que vous vous êtes engagé à ne pas augmenter nos impôts, donc je vous demande publiquement si nos impôts vont être augmentés ou pas. Non, écoutez, voilà, le syndicat des transports est devenu, vous le savez, le syndicat des transports de la grande agglomération Pays Basque aujourd'hui, et ce syndicat est le financement. 120 millions, c'est les deux lignes. Hein, cette ligne 1 dont on parlait, et la ligne 130, pardon. Tu as dit 130, j'avais dit 120. En 3 minutes, ça a augmenté de 10 millions. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le financement, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les choses ont été aussi longues, c'est qu'il a fallu trouver des sources de financement et les assurer. C'est donc fait aujourd'hui, mais donc il n'y aura pas d'incidence sur les impôts des ménages dans les villes. Très bien, merci. Oui, en fait, l'opération est portée effectivement par le syndicat des transports qui a la compétence, qui gère les transports pour le compte de l'agglomération. Le financement, les 120 ou 130 millions, bon, on va en dire, sont pour partie diminués par des subventions qui sont versées, l'agglomération, le département, l'État. Le solde est emprunté et l'annuité qui en résulte correspond à l'augmentation du versement de transport qui a déjà été fait depuis 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, même un peu plus, tout à fait, et donc qui a permis de récupérer une recette correspondant à l'annuité. Les communes, elles, ne sont pas impactées puisque les travaux, aussi bien de mise en œuvre du trambus que d'aménagement urbain, sont financés dans le cadre de l'opération. Pour apporter une petite précision là-dessus, déjà l'agglomération Pays Basque finance à 15 millions le projet. L'État finance à raison de 20 millions le projet. La ville de Tarnos finance à raison de 1 million d'euros le projet. Et le département des Pyrénées-Atlantiques finance à la hauteur de 10 millions d'euros. Un projet comme ça, bien joué. Un projet comme ça est amorti, c'est un projet d'infrastructure, donc de vrais travaux d'infrastructure. Un projet comme ça est amorti à peu près sur une 30aine d'années. Donc le syndicat des transports, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ce projet a mis un petit peu de temps à voir le jour, le syndicat des transports depuis plusieurs années capitalise, on va dire, de façon justement à réduire son obligation d'emprunter. Et en fait, aujourd'hui, le syndicat des transports a une capacité d'investissement annuel qui est d'à peu près 8 millions et demi d'euros. Pourquoi le syndicat a capitalisé? Parce que tout à l'heure, en plus du projet de trambus, je vous expliquais qu'on veut faire monter le réseau en qualité. Depuis plusieurs années, le syndicat des transports a investi plus de 20 millions d'euros dans des véhicules neufs accessibles qui sont parmi les plus beaux de ce qu'on peut trouver dans les réseaux de transport en commun. Donc, à partir du moment où on a cette capacité de financement, d'investissement de 8 millions et demi par an, sur 130 millions d'euros, ça veut dire que sur la part que le syndicat devra emprunter, aujourd'hui on est aux alentours de 52-53 millions, ces 52-53 millions d'euros vont être amortis sur 30 ans. Et la méthode en fait de calcul financier, c'était de dire mettons-nous en ordre de marche pour pouvoir financer le projet, mais aussi pour pouvoir continuer à financer les autres projets du syndicat des transports. Le renouvellement du matériel roulant, la création d'arrêts de bus accessibles ailleurs que sur le trambus, les systèmes d'information aux voyageurs en temps réel que vous voyez fonctionner depuis maintenant bientôt 3 ans, un nouveau système de billettique, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas centraliser toute la puissance financière sur un seul projet. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on reviendrait dans le travers que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on mettrait tout sur un axe et non pas sur l'ensemble du réseau. Et en ayant
utiliser cette méthode en capitalisant et en réduisant au maximum la nécessité d'emprunt, en fait, ça nous permet, à l'intérieur de ces 8,5 millions d'euros, de financer 6 millions d'emprunts de remboursement tous les ans, ou 6,5 millions, et 1,5 million à 2 millions d'euros pour pouvoir continuer à investir sur d'autres endroits du réseau. Non, j'aurais quelque chose à demander. Oui. J'ai vu votre diapo sur le Square d'Ixelles, que je trouve très beau, rénové, mais je doute de son efficacité. Parce que ce Square d'Ixelles, actuellement, c'est le bazar avec toutes les lignes d'autobus qui s'y mettent, plus toutes les lignes d'autobus qui stationnent alors qu'elles n'ont pas à y stationner. Voilà. Et en plus, vous allez supprimer des places de parking. Oui. Voilà, j'aimerais que vous me répondiez là-dessus, parce que déjà l'année dernière, j'avais voulu avoir un rendez-vous avec monsieur le maire, mais c'est quelqu'un de très pris. Donc finalement, j'ai attendu presque 3 mois, et finalement, on m'a dirigé vers quelqu'un de très efficace, d'ailleurs, et qui nous a expliqué qu'il y avait un plan de circulation qui était prévu. Il avait raison. Et qu'une gare de stationnement d'autobus était prévue à la gare, ça, je ne sais pas quand. Mais alors, je voudrais savoir ce que vont devenir tous ces autobus qui passent par ce Square d'Ixelles. Pour répondre à votre question, madame, quand le projet d'aménagement a été étudié avec le syndicat, la problématique du stationnement, il y a eu plusieurs problématiques. Il y a eu la problématique de la circulation du carrefour, parce que la rue Louis Barthou est un axe important de circulation pour les véhicules. Il y a effectivement, à un moment donné, un petit peu surpopulation de bus au niveau du carrefour, d'autant que le carrefour est lui-même aménagé comme étant une zone de stationnement pour le commissariat de police. Donc, sur le plan, mais vous le verrez mieux si vous vous connectez sur le site ou si vous lisez les productions de la communication, vous verrez, le stationnement du commissariat a été rationalisé, a été remis à la fois au pied du commissariat et le long de la rue Petit, donc rangé à un endroit qui permet de ne pas avoir d'interférence avec les réseaux bus. Les quais sont beaucoup plus longs, ont été prolongés par rapport à ceux qui existent aujourd'hui, et certaines lignes ne vont pas s'arrêter là, et il va y avoir, si vous voulez, une répartition entre un arrêt qui est devant les 3A, l'arrêt qui est devant la mairie sur Édouard VII, et l'arrêt à Javal-Quinto, où ne vont stationner finalement que 2 lignes, c'est-à-dire trambus et la ligne, je ne sais jamais laquelle, la 10 à 13, voilà. Donc il y a un ménage, un certain ménage qui a été fait, et le seul changement de circulation qui est impacté par trambus, c'est-à-dire que la rue Louis Barthou va être à sens unique, y compris devant le parking arrière de la mairie. C'est-à-dire qu'en sortant du parking arrière de la mairie, on ne pourra plus tourner à droite, ce qui évite d'avoir aussi une saturation en matière de circulation de ce carrefour. Donc ces données ont bien été prises en compte, vous les retrouverez sur le plan d'aménagement. À la mairie, vous pourrez rencontrer la médiatrice sur le site internet à votre disposition pour vous donner ces éléments. Madame, et si vous m'attendez quelques minutes, nous prendrons rendez-vous dès cette semaine. Est-ce qu'il y a une autre question? Là-bas, monsieur. Bonjour, Daniel Gourmelon, j'habite rue de la Reine Victoria, et moi aussi je pose une question sur le stationnement. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'actuellement déjà, il n'y a aucune possibilité même de faire un arrêt minute rue de la Reine Victoria. Alors j'ai bien compris que le trambus va passer sur toute la voie gauche, qui vont annuler, effectivement, près de 40 places de parking. Donc vous allez renvoyer un peu les gens se garer obligatoirement sur le parking de la plage, par exemple. Le problème, c'est que je suis, moi, abonné au parking de la plage, et il y a des gros problèmes pendant les longs week-ends, et en juillet et en août, où il n'y a pas de place réservée pour les abonnés, et on est obligé de quitter le parking parce qu'on ne trouve pas de place. Ils n'ont pas, sur le plan informatique, Engie, ils n'ont pas un moyen de pouvoir bloquer des places pour les abonnés. Alors, si vous supprimez ces 40 places, vous allez renvoyer des gens sur ce parking, où déjà il n'y a plus de place.
est-ce que vous avez les moyens de demander à cette société qui est privée de pouvoir trouver un moyen pour garder des places et de faire des emplacements privés dans le parking pour les habitants de la Reine Victoria? Peut-être d'abord, les 40 places qui disparaissent, c'est pas forcément 40 places de résidents. C'est des places qui disparaissent. Le nombre de résidents qui sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas de garage privé, mais privé, ne s'élève pas à 40. Ça, nous l'avons vu, nous en sommes certains. Donc, par contre, ça peut être une dizaine ou une quinzaine de résidents qui sont pénalisés, et auquel cas, nous verrons avec la société Indigo la façon de... J'ai reçu Indigo ce matin, vous savez, alors je les vois régulièrement, la manière de trouver une solution pour ces riverains, de façon à ce qu'ils ne soient pas gênés par la nouvelle organisation de la mobilité. J'ai cru comprendre, monsieur le maire, dans vos propos, que vous alliez donner, voire des arrangements pour faciliter justement les abonnements auprès du... Voilà. On va rechercher les meilleures solutions. Et je vous invite à peut-être venir avec monsieur qui était ici. Voilà. Avec plaisir. Venez avec lui, je sais pas, vous le connaissez peut-être, peut-être pas. Moi, je vois où il habite, mais... Voilà, et donc vous êtes deux riverains de la... Voilà, organisez-vous ensemble et venez ensemble, on parlera de tout ça. Entendu, avec plaisir. Ok, merci de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ah, pardon, monsieur. Bonsoir, Nicolas Sando, je suis agent immobilier à Biarritz, à la Côte des Basques. J'habite au Braou. J'avais une question au niveau, est-ce que vous aviez fait une étude de faisabilité financière concernant le trambus pour l'amener ensuite jusqu'à l'aéroport? Est-ce que c'était prévu pour l'avenir? Pour l'instant, enfin, réponds. Alors, aujourd'hui, sur comment on fait ces études en fait pour déterminer qu'il faut mettre une ligne de trambus ou de tramway à tel endroit. On prend les corridors impactés, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme congestion automobile, on regarde quels sont les flux de déplacement. Et aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, la desserte de l'aéroport, c'est pas là où il y a le plus de flux de déplacement nécessaire. Donc, si on hiérarchise bien, il fallait faire d'abord justement le trambus 1, ensuite le trambus 2. Par contre, et ça, depuis 2 ans, nous y travaillons dessus. Aujourd'hui, il y a une desserte qui commence à être assez performante avec la ligne C, donc en venant de Bayonne, et la ligne 10 ou 14 qui permet de Biarritz aller sur l'aéroport. Ça n'empêche pas que. Mais c'est là la pertinence de votre question. Aujourd'hui, vous devez être au courant ou pas, peut-être qu'il y a un gros projet en fait de réaménagement de l'aéroport. Je sais à qui je m'adresse là, puisque monsieur le maire de Biarritz est aussi président du syndicat de l'aéroport, où il y a une gare routière en fait qui va être construite dessus. Cette gare routière va avoir des fonctionnalités multiples. Accueillir le réseau de transport en commun, accueillir les cars interurbains, donc qui arrivent de l'intérieur du littoral, du sud de l'agglomération ou du nord de l'agglomération aussi, et les cars Macron. Donc ça veut dire qu'à terme, l'aéroport va devenir un pôle multimodal relativement important. Et sans dévoiler des secrets, on est en train de réorganiser, de regarder aussi comment réorganiser les accès au transport en commun à l'aéroport. Aujourd'hui, vous avez sans doute remarqué que quand on rentre en bus avec l'aéroport, il faut arriver au rond-point de l'aéroport, faire une grande boucle, ce qui fait perdre énormément de temps. Donc en fait, on balade les gens à l'intérieur du parking de l'aéroport. Là, on est en train de regarder pour qu'à partir de la RD 810, donc après Yamaha, on puisse tourner à gauche et rentrer directement dans le parking de l'aéroport pour repartir ensuite vers le rond-point de l'aéroport. Donc, pas tout de suite, parce qu'il y avait moins d'urgence, mais oui, très rapidement malgré tout, on va dire sous quelques années, mais c'est inférieur à 5 ans, cette problématique-là va être prise en compte. Merci. Il a tout dit. Bien. Est-ce qu'il y a une ultime question? Je propose, il est 20h30 et beaucoup d'entre vous nous ont quittés. S'il y a une autre question, bien sûr, on la prend. Peut-être que c'est la dernière, si vous le voulez bien.
évitons qu'il y ait finalement plus de monde sur la scène que dans la salle. Monsieur. Oui. Moi, je parle pour mes voisins de la gare, hein, la ligne 8. Est-ce que ça aurait été pas mieux de poursuivre la 1 jusqu'à la gare, comme dans le temps? Gare. Oui, à la gare SNCF. Guillaume. Non, mais c'est pas moi qui devais poser la question, mais bon, à vous, monsieur, qui est en face, oui. Oh, mais, écoutez, c'est très simple. Quand je parlais de hiérarchisation du réseau aujourd'hui, il se trouve que les axes les plus fréquentés aujourd'hui, en gros, c'est du Bayonne-Centre en direction de Biarritz vers le centre. Par contre, la desserte entre le centre de Biarritz et la gare de Biarritz, aujourd'hui, ne nécessite pas, en besoin, on va dire, par rapport à ce qui existe actuellement, ne nécessite pas forcément de faire continuer le trambus jusqu'à la gare. Par contre, dans le cadre de la réorganisation du réseau qui est prévu donc justement pour la mise en place du trambus donc en 2019, on travaille d'ores et déjà, donc c'est notamment Guillaume là, qui est présent ici, travaille sur le sujet de renforcer la desserte de la gare de Biarritz avec le réseau régulier. Pourquoi? Parce que la gare de Biarritz, là aussi, du fait que c'est une gare, tout simplement, avec l'arrivée de nouveaux services ferroviaires, etc., va devenir aussi un pôle d'échange multimodal. Donc, à partir du moment où ce pôle d'échange multimodal sera créé, il y aura automatiquement une desserte importante. On y travaille déjà, de toute façon. Oui, tout à fait. Il y aura une desserte importante, de toute façon, qui va être mise en place, mais qui va s'inscrire dans une organisation globale d'un réseau. Oui, moi je suis pas d'accord, parce que ceux qui vont aller au lycée hôtelier, là, ils vont prendre quel bus? Pardon? Les usagers qui vont aller au lycée hôtelier, s'il y a plus de 8, ils prennent quel bus? Il y a la ligne 8 aujourd'hui. Vous dites qu'elle va être supprimée? Non. Ah non, la ligne 8 va pas du tout être supprimée. Bon, d'accord. Non. Au contraire, justement, avec l'arrivée du réseau en 2019, justement, il est fort possible que l'amélioration, que la ligne 8 soit améliorée sur ce secteur-là. Alors, encore une question pour Monsieur Lafitte. Le prix du bus. Le prix d'un bus électrique. Le portefeuille, là. Alors, le prix d'un bus électrique, tiens, on l'avait pas eu, celle-ci. Alors, le prix d'un bus électrique, c'est 675 000 €. À partir d'un certain montant, tout le monde écoute, hein, comme on dit. Donc... Je pense qu'on s'arrête là, il est 20h30. Dernière question. Il y a combien de... Allez, la dernière vraiment, là, parce qu'on va... Oui, dites, il y a combien de trambus? Alors, pour exploiter les 2 lignes de trambus, on aura besoin de 18 véhicules. Voilà. Alors, 18 véhicules, sachant qu'aujourd'hui, comme on va moins vite avec la ligne A1, en fait, il nous en faut à peu près 14. Demain, il nous en faudra 9 ou 10. Donc, même si les bus sont plus chers, on a besoin d'en acheter moins cher. Donc, au final, c'est une économie. Voilà, merci beaucoup à tous. Et je souhaite que, dans l'avenir, vous soyez des fervents usagers de trambus. Merci, bonne soirée, bon appétit.